présenter aujourd'hui un recueil de nouvelles d'Isabelle Fabre, au nom évocateur « Ainsi va la vie, ainsi va la mort ». Vous savez qu'il est très difficile de parler de nouvelles, particulièrement quand ces nouvelles ont des thèmes variés. Une solution qui est de présenter succinctement chaque nouvelle qui est assez ennuyeuse, et puis on peut aussi essayer de tirer une synthèse de cela. Et comme c'est très difficile, je vais laisser quelqu'un d'autre que moi en parler. Et ce quelqu'un d'autre, qui est un fin critique, c'est Michel Ducomu, qui a écrit une belle recension du livre dans Reflet Wallonie Bruxelles. Je vais lire juste quelques lignes qui vont déjà bien permettre de situer le bouquin. Alors, 17 nouvelles, ça j'aurais pu le trouver tout seul, 17 nouvelles, une moitié pleine de vie, l'autre inspirée ou marquée par la mort. J'ajoute que c'est vrai et c'est pas vrai, en ce sens que certaines nouvelles auraient pu glisser de la première partie « Ainsi va la vie » à la deuxième « Ainsi va la mort » et réciproquement, parce que la vie et la mort sont évidemment liées en permanence. Donc, inspiré ou marqué par la mort. Un ensemble de textes écrits par une main très habile et dictés par un esprit qui ne cherche pas la facilité. L'ordinaire, ou le fait divers accrocheur, mais qui se plaît à surprendre, désorienter ou même choquer fermement le lecteur. Et c'est vrai que le lecteur peut être choqué. Une critique parue la semaine dernière, par exemple, très positive, émet une réserve à la fin en disant il y a des choses qui, moi, me heurtent. Par exemple, le fait que dans une des nouvelles, un féminicide soit pratiquement considéré comme un meurtre ordinaire. Oui, mais c'est pas l'auteur qui écrit ça. Elle le place dans la tête de son personnage. Un personnage qui a commis jadis un féminicide dans un état de brouillard émotionnel et intellectuel, et qui maintenant qu'il risque, 20 ans après, d'être découvert, se retrouve dans le même état et va commettre un fratricide. Et donc ce n'est évidemment pas l'auteur qui va défendre le féminicide, mais tu ne peux pas mettre en scène un personnage et lui prêter tes idées à toi. Ce personnage a les siennes. Et donc effectivement, elle peut en arriver à choquer parce qu'elle est dans la peau de son personnage. Et ça c'est très bien, je trouve. Où en étais-je ? Mais celui-ci, le lecteur, sera sûrement consentant comme je l'ai été moi-même. Résumer les intrigues ou laisser les histoires en suspens serait de mauvais goût. Il faut ici jouer le jeu de la découverte et de la surprise avant de connaître la chute, toujours inattendue, pour en tirer non pas le meilleur profit, mais l'usage le plus divertissant. Et il est vrai que la chute, dans une nouvelle, fait pratiquement tout le sel de la nouvelle. Or, j'en parlerai quand même un peu plus longuement après, les chutes ici sont d'une grande variété. Ça va presque depuis la chute qui tire une morale, ou plutôt qui permet au lecteur, qui amorce une morale que peut en tirer le lecteur. Mais ça peut être une chute d'une cruauté absolue. Ça peut être une chute piquante. Ça peut être une chute émouvante. Et donc il y a toute une gamme de chutes dans ces nouvelles qui est vraiment intéressante à suivre. Les personnages, bon, je ne vais pas lire toute la critique de Michel, mais les personnages sont tantôt laids, accablés de faiblesse, de fantasmes, violents, cruels ou sadiques, voyeurs ou trop peu armés pour résister à toutes sortes de prédateurs ou de manipulateurs. Et il y a effectivement, c'est un des thèmes récurrents d'ailleurs d'Isabelle Fabre, c'est la manipulation. La société décrite, je saute pas mal,
n'est pas des plus reluisantes, c'est le fait. Isabelle Fabre a ce don peu courant de nous plonger dans un marais de vie déviante, douloureuse, scabreuse ou grotesque, tout en tenant le gouvernail de son esquif avec sûreté et conscience. À lire, dit Michel Ducobu, en se laissant emporter par l'amour de la vie et de l'imaginaire, et par le démon séduisant de la littérature d'évasion. C'est que ces nouvelles peuvent, même quand elles sont parfois dramatiques, sont toujours divertissantes. Parce qu'Isabelle Fabre a un ton presque d'autodérision permanente, même quand elle entre à fond dans ses personnages, il y a toujours une sorte d'autodérision qui surnage. Les fleurs du mal offrent un parfum qu'il faut pouvoir humer avec délice, bien dit non, sans les laisser se flétrir ensuite dans les vases communicants de notre quotidien. Que cela est bien dit. Alors, des nouvelles, il y en a toute une série. Ça commence par exemple par un professeur d'université qui va aller retrouver par hasard, on est à la période Covid, et cet homme, il ne peut plus donner cours, et donc ce qu'il fait, c'est se rendre utile, par exemple en portant à manger à de vieilles personnes, comme certains l'ont fait du bénévolat. Et il tombe sur son ancien professeur de secondaire. Et c'est extraordinaire parce que lui vient alors en tête une histoire où le professeur, il y avait eu un vol, le vol d'un stylo dans la classe. Et donc le professeur avait fait aligner tous les élèves, mais en leur faisant fermer les yeux. Et il avait fouillé les cartables et il avait retrouvé le stylo. Et donc seul l'élève qui l'avait volé savait qu'il était pris. Tous les autres ne le savaient pas. Et ça va plus loin, mais ça je ne vais pas dévoiler la suite. Et il y a donc là une espèce de morale, de dignité, de bienveillance, d'un professeur qui connaît ses élèves, qui veut donner une leçon aux voleurs, sans que les autres se retournent contre lui. C'était très beau. Il y en a d'autres qui sont nettement... Bon, là c'était vraiment une... Et la fin, que je ne dévoilerai pas, je dis, est encore plus morale. C'est extraordinaire. C'est comme tu dis, il y a à chaque fois une morale qui vient ici, mettre un point d'apothéose. Ouais. Dans celle-ci, mais pas dans les autres, pas dans d'autres. Il y en a une autre qui est par exemple complètement fantastique, qui s'appelle De fil en fil. Un bonhomme se réveille le matin, il a sur le crâne une touffe de cheveux colorés. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors on le suit à travers les péripéties, il s'était fait couper, ça repousse plus de rue, etc. Enfin c'est la cata, il n'ose plus aller travailler. Et finalement, grâce à ça, il va finir par... Il a un boulot qui ne lui plaît pas, il va en changer, il va avoir une nouvelle vie et il va être dans un cadre tout à fait différent, accepté tel qu'il est. Donc de nouveau, là, on est dans une nouvelle avec une chute morale. Mais il y en a une qui est très drôle. Quand la mer fait des bulles. Un monsieur hérite d'une maison au bord de la mer. Et curieusement, bon, c'est une maison, il a les pieds dans l'eau, il va se balader, c'est heureux, là, il n'a jamais été au bord de la mer, le gars. Et puis, il voit un truc étonnant, il y a des bulles dans la mer. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, il se rend compte qu'il y a une source d'eau gazeuse, minérale, au pied d'un rocher, à sa plage privée. À partir de là, une voisine qui vient faire connaissance le découvre et ça devient un truc. Elle amène ses copines, il se dort au soleil, le gars il se tape toutes les nanas, il est heureux, etc. Et puis finalement tout part en capilotade, je ne dirais pas comment,
mais finalement, il en a bien profité, et puis il se retrouve tout seul devant sa plage. C'est très drôle. Là, la chute, elle est cocasse, elle est humoristique au possible. Il y a au secours au moment travail. Une maman qui n'a jamais travaillé, qui se décide du jour au lendemain à aller travailler chez un voisin qui a un petit bureau comme ça. Grosse cata à la maison. Si elle va travailler là-bas, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et effectivement, on se rend compte que tous les midis, elle disparaît. Alors le père essaye de voir quoi. Finalement, il envoie le fils pour essayer de la suivre, et le fils suit sa mère. Et là, finalement, tout le monde s'attend à un terrible adultère, et c'est pas... Mais alors là, pas du tout ça, c'est aussi une chute tout à fait cocasse et tendre, et très tendre, là, par contre. Qu'est-ce que je peux encore dire? Il y en a qui sont méchantes. Hein. Fraises et violettes. On a une soirée dans le milieu de peinture, un vernissage, et il y a là un peintre connu, qui est un tombeur de ces dames terribles, et il voit une femme, il essaie de la séduire. Il y a tout un jeu entre eux, et qui se termine mais extrêmement mal, parce que on a un peu de la revenge porn, comme on dit, et donc on a là de la cruauté à la fin, mais terrible, et le gars, il paye pour tout ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut encore dire? Oui, l'ogre du Terril. Ça se passe dans le Borinage, on l'imagine quelque part par là. Il y a une fête, et une édile locale, et je ne sais plus, pas bourgmestre, mais enfin, c'est lui qui s'occupe des festivités, et il a organisé une espèce de course où tous les gosses vont devoir grimper au sommet du Terril, et le premier qui arrive gagne un prix. Évidemment, il compte bien que ce sera son petit-fils qui va gagner, et donc tous les gosses s'en vont, c'est son petit-fils qui arrive au sommet, il est très fier, les gosses redescendent, s'en vont avec leurs parents, et le petit-fils ne redescend pas. C'est la cata. La mère croit, comme ils sont séparés, que le père est venu chercher l'enfant et est reparti avec. Elle lui en veut parce que merde, ça ne se fait pas. Effectivement, il aurait dû laisser son père le soir, mais enfin. Et donc, la nuit se passe, mais le lendemain, elle téléphone, dit écoute, c'est pas bien. Mais moi, je suis jamais venu chercher l'enfant. Et donc, on est le lendemain, l'enfant a disparu. Tout le monde le cherche, on fait des battues. Et la nuit, le grand-père, finalement, va grimper sur le terril, essayer de retrouver son petit-fils. Et on va arriver là, non pas à un drame, parce que pour le petit-fils, ça se termine bien, mais pour le grand-père, c'est la bascule totale. Ce personnage important du village, on découvre une série de choses sur lui, ça va se terminer par un meurtre, c'est la cata. Et voilà une chute totalement inattendue. Je ne vais pas en dire plus, c'est un livre fascinant à lire, qui pourrait être un livre de vacances, parce que, bon, je le vois très bien, les gens lisent ça sur la plage, mais en même temps qui fait réfléchir, qui émeut, c'est un livre complet. Alors que les nouvelles, c'est un peu ce qu'on en attend, non? Ce que je me pose comme question dans le cas d'un écrivain qui fait des nouvelles comme ça, c'est le pouvoir de l'imagination de passer d'un sujet à l'autre. Mais comment font-ils pour, être concis dans leur histoire et chaque fois pouvoir rebondir sur toute autre chose? Quelle est il y a une technique sûrement pour ça. Chacun a la sienne. Il y a quand même beaucoup de nouvellistes qui ont tendance à faire un recueil série. Donc, je ne dirais pas un thème, mais où il y a une familiarité entre toutes les nouvelles. Ce qui n'est pas le cas d'Isabelle Fabre. Bon, on peut reconnaître des thèmes qu'elle aborde dans... Bon, elle avait écrit préalablement chez Méo. Elle a écrit plusieurs recueils de nouvelles, mais son précédent chez nous, Les couleurs de la peur, était un recueil terrible, avec des atrocités. Bon, toujours un peu d'humour qui les fait passer. Hein. Ici, on est plus basculé dans toute une série de... Alors comment... Je crois que chacun a son... Bon,
le nouvelliste par excellence en Belgique, c'est Michel Lambert. Lui, il fait des recueils, je ne dirais pas thématiques. C'est plus facile pour l'écrivain qui doit chroniquer, quand il y a un thème et qu'on peut le Voilà, développer. oui. Et quand c'est Oui. à tout vent, c'est pas évident non plus. Et chez Michel Lambert, par exemple, le thème est déjà inclus dans le titre. Mhm. En lisant le titre, je ne sais pas que tu imagines ce que vont être les nouvelles, D'accord. mais tu n'es pas surpris en lisant les nouvelles. Ici, ainsi va la vie, ainsi va la mort. Ainsi va la mort, ça pourrait être... Les deux sont intégrés. Il y a une nouvelle épouvantable où un bonhomme invente un jeu télévisé horrible où des femmes disgraciées par la nature, obèses, etc., vont pouvoir trouver le prince charmant. Et elles doivent subir des épreuves mais épouvantables. On les couche des espèces de cercueils, il y a des araignées qui leur courent de la truc, c'est horrible. Et finalement, c'est un coup monté. Sauf que ce qu'elles subissent, c'est réellement subi. Elles sont menées en bateau du début à la fin. C'est effroyable comme nouvelle. Mais on s'amuse bien à la lire quand même. Où va-t-elle chercher un peu toute son inspiration? Ça, il faut lui demander, j'en sais rien. Moi, Non, je me contente de recevoir les recueils. Ici, elle m'avait envoyé 3 fois plus de nouvelles. D'accord. Donc là... tu as pu faire une sélection personnelle. J'ai fait une sélection, oui, sélection personnelle pour qu'il y ait quand même un peu plus de cohérence que dans... De toute façon, c'est déjà tellement difficile de vendre des nouvelles que faire un recueil de 300 pages. Oui, Autant se suicider tout de suite. Mais voilà, un recueil fascinant, qui vaut la peine. Bon, tout ce qu'on publie vaut la peine d'être lu, bien évidemment, mais ça vient à son heure. Juste avant les vacances, je pense que c'est un bouquin à emporter pendant les vacances. Au moins, comme ça, on n'aura pas le prétexte. Je suis dans ma lecture. Non, après 3, 4, 10 pages, tu peux t'interrompre. Voilà, parce que les... Oui. C'est bien gentil, Gérard. Mais Tu c'est as toujours un excité plaisir de ma venir. curiosité.